vous auriez dû avoir un destin de négociant hollandais à Rotterdam. Et qu'est-ce que c'est qui vous a fait dévier de ça? euh, Tout simplement que j'avais envie d'être peintre toute ma vie, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Je connaissais bien le musée, mais dans la famille, il y avait, j'avais un tuteur qui avait une très bonne affaire d'importation avec avec par le Norvège, oui, avec le Norvège. Et il n'avait pas d'enfant, il avait toujours promis à ma mère, Fred, je lui laisse tout et je voyais ma vie comme ça assurée. Aussi ma mère était très contente. Alors, mais pour moi, heureusement, j'ai eu un certain moment, parce que j'étais assez sportif à cette époque-là, j'ai eu un accident avec mon genou en jouant du hockey. Et alors, pendant 3 semaines, je devais me reposer. Et là, je me suis dit, non, je veux quand même devenir peintre. Et alors, un beau jour, le docteur a dit, après 3 semaines, oh, laissez-le faire un petit tour dans le quartier, je crois que c'est guéri. Et alors, là, j'ai dit tout de suite, à ma mère, j'ai dit, ah non, je ne vais plus retourner pour mes études commerciales à Rotterdam. Je veux aller à Paris et être peintre. Alors voilà, c'était décidé. Et j'ai eu très peu de protestation du tout. Ma mère a téléphoné à mon tuteur qui habitait à une autre ville. Et il est venu, on a discuté et il a dit quelqu'un doit faire la vie et le travail qui lui attire. Et il a eu raison, j'aurais été probablement pas un très bon, très bon marchand. C'était du bois, c'était une exportation de bois. Et à ce moment-là, quand vous arrivez à Paris, donc on est en 1920. On est en 1920-21, oui. Et qu'est-ce que vous avez comme regard sur la peinture? Ah, j'avais, grâce à cette famille avec qui j'étais à l'école, le fils, on était déjà dans la petite école et toujours ensemble. Et cette famille avait beaucoup d'œuvres très modernes, vraiment très avant-garde pour l'époque. Ils avaient des tableaux de Kandinsky, de Paul Klee, et même un soir, le papa il vient à la maison avec deux magnifiques tableaux de Van Gogh de l'époque d'Arles, qu'il avait seulement payé 75 florins, vous vous rendez compte. Et alors, à l'école, le fils il dit tout à l'heure, à 4 heures, quand l'école est finie, tu viens avec moi, tu vas voir, mon papa a acheté 2 tableaux, moi je les trouve très bien. Alors j'ai vu pour la première fois deux Van Gogh, et la maman dans la famille n'était pas tellement d'accord, c'était un peu un choc pour elle, mais et le papa disait, si tu veux, je vends un à mon ami un tel qui m'offre 100 florins. Alors en 1920, vous êtes à la fois dans l'école d'André Lhote et puis vous rencontrez un peu par hasard, par le hasard des ateliers, Mondrian. C'est-à-dire un certain académisme d'un côté et puis quand même la recherche. Oui. Où vous vous situiez à ce moment-là? Ah, moi j'étais assez timide et je ne savais pas très bien. Je parlais relativement peu, je suis devenu très bavard plus tard dans ma vie, mais à ce moment-là, tout était nouveau pour moi. J'avais seulement mon français d'école et j'écoutais plutôt et seulement par... j'ai connu Madame Van Dongen, la femme du peintre Van Dongen, et Van Dongen, ils n'étaient pas encore divorcés. Et Van Dongen, alors à cause d'eux, j'ai connu beaucoup de jeunes artistes, on se rencontrait. Alors à Paris, dans ces années-là, en fait, il y a une direction, c'est Montparnasse. Oui, c'était
Le rendez-vous, c'était le Café du Dôme et la Rotonde en face. Et au Dôme, j'ai connu tout de suite de jeunes peintres de mon âge, entre 20 ans et 30 ans. Et le soir, beaucoup étaient à l'académie, d'autres déjà travaillaient tout seuls, mais le soir, on se rencontrait, on discutait durement la peinture. Et alors, ce qui était curieux, c'était l'époque du cubisme. Alors, moi, quand j'étais libre, je circulais un peu à Paris. Et un beau jour, je vais pour la première fois dans le musée du Luxembourg, parce que c'était le seul musée d'art moderne à ce moment-là, musée du Luxembourg, un Claude Monet. C'était la première fois que je le voyais, enfin un ou deux Claude Monet, il y en avait plusieurs. Et le soir, je viens là dans ce groupe un peu tard. Alors tout le monde me dit, qu'est-ce que tu as fait, Klein, aujourd'hui? J'ai dit, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Alors tout le monde dit, qu'est-ce que c'était? Oui, c'est un peintre qui s'appelle Monet. Et tout le monde riait de moi parce qu'on devait admirer seulement les cubistes qui ne m'intéressaient pas tellement. J'ai trouvé tous ces bruns et toutes ces lignes. Alors j'étais vraiment sur la liste noire. On dit, celui-là, il pense pas bien, mauvais pensant. Alors, vous voyez, c'est... Au même moment, dans l'atelier proche du vôtre, il y a Mondrian. Oui, Et on habitait dans la même maison. Et Mondrian, j'étais ami avec lui, c'était un homme charmant. Et je rentrais de temps en temps chez lui, personne n'avait le téléphone à ce moment-là. Et il me permettait de discuter sa peinture et même il demandait mon opinion. Je disais oui, je trouve que je pourrais mettre cette ligne un peu moins épais ou quelque chose comme ça. Il acceptait ça avec plaisir, on était les meilleurs amis. Je voyais bien qu'il cherchait quelque chose peut-être très sérieux. Mais moi, personnellement, ça aurait été une punition que si j'aurais dû passer ma vie à faire des tableaux comme ça, je sentais bien ce qu'il veut. Et il y a certains tableaux de lui, et surtout son époque première, vous connaissez d'ailleurs, était très intéressant. Et les dernières époques, je crois, quand il était en Amérique, le boogie-boogie qu'il appelle, hein, il y a de très beaux tableaux. Mais vous préférez regarder les impressionnistes? Ah oui, c'est là où j'ai eu mon grand choc en somme, n'est-ce pas, brusquement, parce que j'étais quand même venu de Hollande. Il y avait en Hollande, dans ma jeunesse, l'époque de la Haye. Il y a des peintres très respectables, mais pas tellement osés comme les impressionnistes que j'ai connus plus tard. Et alors après, quand je suis allé à Saint-Tropez, je ne suis pas resté, je suis resté peut-être 2 ans ou 2 ans et demi chez André Lhote. Et après, j'ai commencé à voyager. En 1925, j'étais déjà à Saint-Tropez. Et là, la lumière du midi et toutes les couleurs, et ça m'allait très bien. Il y a quelque chose de curieux, vous établissez une correspondance entre la lumière du midi et la lumière de votre enfance. Oui, c'est très curieux. Je pense toujours que ça se rapproche, peut-être chez Thor, quand on l'analyse bien, parce que, par exemple, la lumière disparaît dans les tropiques très vite, n'est-ce pas? À 7 heures, il fait encore plein soleil, à 7h20, brusquement, c'est déjà nuit. Alors, ça a dû être... Mais moi, j'ai vu la lumière des tropiques quand j'étais un petit enfant. J'ai quitté entre 5 et 6 ans, j'ai déjà quitté et je ne suis jamais retourné. Alors, mais ça m'a fait une telle impression que je sais pas, je trouve que ça m'a suivi toute ma vie, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il y a de déterminant, c'est d'abord la lumière, le problème de la lumière?
oui, la lumière qu'on peut rendre avec la couleur, hein, et même avec la couleur gris, je dis pas le contraire, j'accepte naturellement avec plaisir, mais moi, personnellement, j'étais toujours attiré plutôt vers les lumières assez fortes, n'est-ce pas, comme que j'ai retrouvé dans le midi de la France et en Italie, en Espagne. Mais par exemple, je revenais souvent quelques semaines en été en Hollande pour des vacances et avec de belles journées. Ça peut être très beau aussi au soleil, mais il faut le soleil. Dès qu'il n'y a pas de soleil, ça devient un peu triste, je trouve. Avec la découverte du sud de la France, il y a eu en même temps un éloignement des avant-gardes de l'époque. Vous avez un peu délaissé les avant-gardes ou pas? Ah oui, oui, là vous posez une très bonne raison. J'ai absolument oublié le cubisme. On tâchait de me faire apprécier et même influencer. Et j'ai fait même 2 ou 3 tableaux cubistes. Et je me rappelle que Gros-mère, quand il les a vus, il dit « Tu l'as fait très bien, mais c'est pas ton genre. » Il disait « C'est pas ça. » D'ailleurs, lui, il n'était pas du tout cubiste, il était plutôt, enfin, très fort dans son expression, mais expressionniste plutôt. Et non, ça alors... comment vous avez demandé encore pour la lumière? Oui, la découverte en même temps de cette lumière, de cet espace du sud finalement. Ah oui, parce que quand je suis allé à Saint-Tropez, là, alors c'était en 1925 et j'avais quand même un boîte de peinture avec toutes sortes de tubes. Mais 2 jours après, je suis allé à Saint-Raphaël, où il y avait une très bonne boutique où on pouvait acheter des couleurs. Et j'ai complètement changé de palette. J'ai acheté toutes jeté les ocres, tout ça, et j'ai commencé avec les cadmiums et toutes les couleurs. Et je suis resté dans ces couleurs-là. J'utilise beaucoup de blanc, ça, oui. Oui. Parce que parce que les couleurs qui sortent du tube sont souvent un peu trop foncées, hein, avec un tout petit peu de blanc, ça, on peut faire de très jolis tons. Mais voilà. Il a fallu changer de couleur et de ton pour retrouver la lumière de l'enfance. Peut-être, vous le dites mieux que moi. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais probablement j'ai un tel agréable souvenir de ces quelques années que j'ai, surtout chez mon grand-père, et lui, ça l'amusait d'avoir son petit-fils là probablement, et c'était vraiment la liberté complète. Il y avait la piscine, on avait enfin c'était la vie coloniale, encore beaucoup de domestiques, c'était facile. C'est un souvenir extraordinaire. Et alors en Hollande, c'était juste le contraire, évidemment. La première année, c'était un peu dur. Hein. Oh là là, je suis tombé sur un hiver très froid avec la neige. Et on m'a donné un petit... pour descendre. Il y avait une petite montagne et on descendait là, toute la journée, mais le soir j'avais des engelures et tout ça. Non, non. La première année c'était dur. Après je me suis très bien habitué. Après 1925, vous ne côtoierez plus d'avant-garde? Si, quand même. J'ai même pas réfléchi sur la question. L'avant-garde était, je crois, à cette époque-là, d'abord le cubisme, mais après commençait la rhapsodie déjà, avec surtout Paul Klee, Kandinsky. Mais ça ne m'attirait pas. J'étais tellement admiration devant certains tableaux impressionnistes que
Je peignais comme que ça me faisait plaisir. J'aimerais faire aussi bien qu'eux, ou un peu autrement, mais de cette façon-là. Mais pour les gens que vous avez côtoyés, il y avait une espèce d'exigence théorique. C'est-à-dire que la théorie était souvent très très importante. Ça, vous avez toujours refusé. Oui, je le laissais parler. Je dis, oh, dans 20 ans, ils parleront autrement. Je sentais arriver ça. Vous savez, non. À aucun moment, aucun point de la théorie, que ce soit pour le cubisme ou même pour l'art abstrait, ne vous a intéressé. Il y avait certains cubistes que je pouvais même apprécier. Il y avait des très bons tableaux. J'aimais pas justement les cubistes qui allaient plus loin comme ça, avec comment ils s'appelaient encore, il y en avait des très beaux. J'en ai fait 2 tout simplement pour voir ce que c'était, et c'était possible. J'en ai donné un cadeau à quelqu'un qui le prisait, et l'autre, je l'ai toujours, je le garde comme souvenir, vous savez, de cette époque-là. Mais non, je sentais quand même plutôt dans cette école quand même une réalité mais libre. Hein? Pas nouvelle, parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle la réalité nouvelle, et avec ça, ils veulent dire justement l'abstraction, mais c'est pas ça. Mais j'aimerais bien faire des tableaux que j'aimais, des choses dans la nature que je pouvais rendre comme je le voyais, vous comprenez. Les avant-gardes, en fait, vous allez les rencontrer bien plus tard, par intermédiaire de votre fils. Quel regard vous avez sur cette avant-garde-là? Ah oui, cette avant-garde-là, c'était très difficile pour moi, parce qu'évidemment, je ne comprenais pas. Je me rappelle quand il a fait son première exposition, mon fils, il faisait des tableaux unis à ce moment-là, mais en couleurs différentes. Il y en avait pas seulement en bleu, comme il a fait plus tard, mais bleu, rose, jaune, enfin. Et alors, ils s'étaient tous accrochés. C'était sa première exposition dans une galerie un peu en dehors de Paris, chez une dame. Et j'ai dit, Yves, maintenant que je vois ça, je pense un peu à Mondrian, mais au lieu que tu fais ça dans un tableau, tu le fais avec 5 ou 10 tableaux, ou 12, qui sont accrochés l'un à côté de l'autre, et ça fait comme Mondrian le fait sur un seul tableau. Alors il a ri, il a dit, papa, tu le fais toi-même très bien, mais tu comprends rien où je veux aller. Et on a ri, voilà. Et où voulait-il aller? Après, il est allé, il a continué dans cette chose, mais il a aussi fait des tableaux avec des matériaux qui étaient très beaux, avec du bois qu'il a brûlé, faisait une flamme dessus, et avec de l'or aussi. Il a fait ces éponges qui a trouvé le moyen de les faire dures et colorées. Enfin, c'était, heureusement que c'était quand même très varié. Mais quelle part d'échange il y a eu entre vous deux et de dialogue artistique? Oui, vous savez, on se voyait à cette époque-là, il était déjà tellement occupé avec son propre travail qu'on se voyait de temps en temps, mais pas tellement. Et moi, j'étais en train de divorcer de ma première femme, et j'allais dans un autre appartement. Alors, je sais pas, on se voyait seulement chez lui. Et il a fait beaucoup d'amis, tous des jeunes qui étaient
très bruyant. Pour moi, c'était pas le même monde dans lequel on circulait. Mais entre vos deux approches de la peinture, Oui. vous pensez qu'il y a une continuité ou une rupture? Ah non, il n'y a pas une rupture, c'est difficile à dire. Je dois avouer, je ne savais pas exactement où voulait aller. Seulement, je voyais qu'il le fait sérieusement et euh, j'accepte toujours des autres gens. On ne peut pas savoir. Je comprends très bien que quelqu'un peut à un certain moment pas comprendre un autre, mais ça ne veut pas dire dire que c'est pas bien ou que c'est très bien. Dans une part de la dénonciation et du rejet d'un certain type d'art, vous pensez que vous étiez inclus? Oui, j'étais inclus probablement dans le post-expressionnisme, le post-impressionnisme. C'était pas l'impressionnisme mais un peu plus libre peut-être dans les couleurs. Parce que moi je peux faire un ciel comme je veux. Et j'avais aussi des amis qui marchaient déjà dans cette direction. J'ai connu un peintre qui, par exemple, il pouvait faire un ciel complètement noir et le paysage devant était dans des rouges et des bleus, etc. Et ça donnait très bien. Il vient de mourir d'ailleurs. Mais je tâchais toujours, je disais rien quand je comprenais rien chez un autre. Je dois dire peut-être je ne le comprends pas ou peut-être ça viendra un peu plus tard, mais je donnais à tout le monde. Je voudrais surtout pas sujet les autres, j'ai jamais fait ça. Mais dans le statut quand même, bon, vous avez depuis longtemps une notoriété, qu'on pourrait dire une notoriété tranquille, notamment aux Pays-Bas, avec Oui, une reconnaissance. mais Et votre fils a eu une notoriété tout de fulgurante. suite, du jour au lendemain. Oui, ça, il a fait une exposition et le lendemain, j'avais un petit neveu, par exemple, qui habitait en Australie, ou enfin c'était déjà un père de famille, et, une de ses filles faisait la peinture. Et le lendemain, elle avait déjà entendu parler de mon fils. Ça fait le tour du monde tout de suite. C'était une chose. Et là, oui, comment expliquer ça, je ne sais pas. Vraiment, ça a été probablement bien présenté. Ou là, je ne trouve pas pourquoi. Et ce qui me plaît dans sa peinture, c'est surtout que c'était tellement propre, parce qu'il y en avait de ces peintres qui jetaient comme ça, ou qui mettaient une bicyclette dans la couleur et pédalaient sur une toile ou des choses comme ça. Alors à la fin, ça m'a fatigué. Tandis que lui, quand même, je n'ai pas trouvé ça chez lui, heureusement. Vous avez essayé d'établir toujours une espèce d'équilibre entre une tradition, bon, qui est du côté de l'impressionnisme, Oui. et puis une modernité. Oui, Quels sont les repères pour vous de la modernité en peinture aujourd'hui? moi, je crois que je fais une sorte de réalité quand même, mais comme moi je veux bien le faire, je veux dire, il y en a qui restent esclaves de leur... Quand je suis devant un paysage, je fais une notation d'après nature, parce que souvent j'invente tout moi-même, mais quand je fais d'après nature, je peux quand même changer les couleurs, mais même dans mes propres travaux. Alors, du côté de la tradition, c'est l'impressionnisme. Du côté de l'art moderne, qu'est-ce qu'il y a avec le recul? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué fortement? Oui, je ne sais pas. Je pense, parce que tout le monde me reconnaît tout de suite ma peinture, ça c'est sûr. Alors il faut
qu'il y a quelque chose. Et même, surtout que j'ai fait des choses très différentes. J'ai eu une période où j'étais très inspiré, où je faisais rien que des tableaux de chevaux et des choses de cirque. Et après, peu à peu, j'ai commencé à faire des plages, et des paysages dans le Midi. Alors tout ça, c'est différent, mais on reconnaît toujours mes tableaux. Alors il faut qu'à un certain moment dans la vie, j'étais attiré peut-être disons entre 25 et 40 ou 50 ans. J'étais très attiré par la mer, j'aimais énormément nager, je pouvais rester des après-midi entiers et rester dans l'eau 2 heures pour nager. Alors, j'étais attiré faire ça, mais peu à peu, quand on devient plus vieux, j'étais plus attiré vers les jolis parcs et des choses comme ça. Le regard se modifie avec l'âge? Non, mais peut-être avec l'âge, la vie se modifie automatiquement, je pense, parce qu'on ne peut pas faire... je ne peux plus nager 2 heures dans la Méditerranée, tandis qu'à cette époque-là, je partais par exemple à 4 heures et on ne me voyait plus et je revenais à 5 heures ou 5 heures et demie. On me voyait de nouveau, on me suivait avec... Et j'avais quelques amis qui nageaient aussi bien et qui me suivaient comme ça. Dans le travail, qu'est-ce que ça change? Dans le travail, probablement, du moment que j'étais moins attiré vers l'eau et on est attiré dans le travail, surtout c'est le paysage qui m'a... j'étais plus intéressé de plus en plus en d'autres paysages, vous comprenez, plus comme... Et alors là, ça pourrait être aussi bien dans tous les pays, parce que j'ai beaucoup travaillé plus tard à Paris, de nouveau dans les parcs de Paris surtout. J'étais très intéressé. Et même la ville, moi, j'ai fait un tableau, c'est un hasard. Tiens, où il est ce tableau? Ah non, je ne l'ai plus, je l'ai pas. C'était, j'ai pu monter chez quelqu'un au 7e étage, et j'avais une vue magnifique sur Paris. Et par hasard, j'ai pu peindre comme ça Paris avec mais ça, c'est un hasard parce que j'avais l'occasion. La lumière de Corse, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah, je ne trouve pas que ça change tellement avec la Côte d'Azur, mais quand même peut-être. La Corse est souvent... la Côte d'Azur, c'est plus la nature domptée déjà, n'est-ce pas? Parce que c'est connu depuis si longtemps. Et il y a tant de villes qui sont devenues des villes de haut pour tout le monde. Tandis qu'en Corse, heureusement qu'il y a encore beaucoup de pure nature et c'est splendide à voir. Pourtant, quand vous êtes ici, vous ne choisissez qu'un espace très resserré. Ah, oui, c'est un pur hasard, mais c'était pas mon intention. Mais chaque année, quand je revenais, je disais, oh, je veux encore faire ça. Et j'espérais cette année de pouvoir le refaire. Et je ne sais pas si je vis encore quelques années, je crois que je peux continuer comme ça, mais je ne le fais pas exprès, je suis attiré vers ça. Mais depuis quelque temps, finalement, votre travail, c'est une sorte de variation sur ce même lieu, ici. C'est ça, c'est ça. Mais vous savez, ça dure quelques semaines et après, entre-temps, à Paris, je travaille à d'autres choses, je fais des paysages, par exemple, des parcs de Paris qui n'a plus rien à faire. Tandis qu'ici, j'en profite pendant les quelques semaines que je suis en vacances, vous comprenez. Si j'habitais ici, je n'allais pas tous les jours là-bas, non. Et pour vous, la Corse, c'est l'image du jardin de Madame Grimaldi? Oh non, 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 je sais bien que j'ai choisi quelque chose de très spécial. Parce qu'il y a par exemple de l'autre côté
Comment ça s'appelle cette jolie ville où il y a une place avec des palmiers là? Ajaccio? Non, non, un peu plus haut qu'Ajaccio. Oh, j'arrive pas à C'est dire. Calvi Oui, Calvi, je crois. Mhm. Et il y a une place avec beaucoup l'île de Rousse, palmiers l'île à Vivi. Là, ça, je trouve très joli. Je suis sûr, si j'habitais là-bas, je ferais quelque chose après ça, oui. Mais parce que on est là, on a ça devant soi, c'est tout près. Non, et le problème m'a intéressé de pouvoir faire des choses avec toutes ces plantes qui étaient là, je les voyais, vous comprenez. C'est extraordinaire. Je peux maintenant, par cœur, faire un paysage inspiré du jardin de Madame Grimaldi. Je mets on a vu tout à l'heure les fleurs, je mets les fleurs roses là. Après, il y a brusquement un très fort ombre. Et, alors, on peut varier ça et on peut le faire comme on veut. Il y a peut-être des paysages, si vous les voyez, que vous ne reconnaissez pas. Je prends là-dedans ce qui me convient. Oui.